Comment trouver des idées en thèse dans la recherche en général? C'est une question qu'on se pose tous, c'est une question que je me pose encore aujourd'hui. J'ai posé cette question à de nombreuses personnes, et dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelles sont, je pense, les étapes essentielles, les étapes les plus importantes que tu peux mettre en place, que tu peux décider de faire pour générer des idées en thèse et trouver des choses intéressantes. Parce que tu as envie de faire quelque chose, en tout cas c'est quelque chose que j'avais beaucoup, c'est que je voulais faire quelque chose pour lequel j'avais l'impression de pouvoir avoir un impact. Quelque chose qui peut vraiment servir, quelque chose qui peut impacter le monde, changer le monde. Quelque chose qui sert et pas juste explorer quelque chose comme ça. Et encore une fois, ça dépend de tes raisons, ça dépend de ce que tu aimes. Peut-être qu'il y a un sujet qui te passionne et tu as envie justement d'y aller, mais peut-être que si tu es dans cette situation, peut-être que justement tu as déjà des idées, peut-être que tu sais déjà quoi faire. Mais si tu n'as pas d'idées, que tu as du mal à générer des idées, eh bien la première chose à faire, et je pense que c'est quelque chose que tout le monde a dû te dire, c'est de lire. De lire sur le sujet. Donc tu dois déjà savoir quel sujet tu veux étudier. Par exemple, si tu veux travailler dans le domaine de l'addiction, parce que c'est quelque chose qui te parle et tu dis que je veux travailler dans l'addiction. Eh bien, tu dois apprendre sur le sujet. Qu'est-ce qu'une addiction? Quel type d'addiction? Parce qu'il y a énormément de types d'addiction. Comment est-ce que ça se forme au niveau cérébral? Quels sont les changements cérébraux qui vont entraîner le développement de l'addiction? Les changements cérébraux, mais aussi les changements au niveau des neurotransmetteurs. Et aussi les raisons de prendre de l'alcool, par exemple. Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui motive les personnes à prendre de l'alcool? Quel est le cycle de l'addiction? Comment est-ce que une addiction se développe? On doit aussi penser à est-ce que ça se développe plus pendant l'adolescence, lorsque nous sommes des adultes? Ou quel comportement entraîne une addiction? Donc comment est-ce qu'on se comporte? Quel changement on va avoir à cause d'une addiction? Du coup, c'est important d'apprendre toutes ces choses-là. Et si on travaille avec le modèle animal, c'est aussi important d'apprendre qu'est-ce qui est fait avec le modèle animal, est-ce que le modèle animal prend du sens ou pas. Et donc c'est vraiment se poser plein de questions et aussi aller plus loin, regarder d'autres domaines pour voir ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Et une fois que tu as lu énormément, tu peux essayer de créer des liens entre les choses. Par exemple, tu vois par exemple que dans l'addiction, tu as des changements au niveau de la dopaminergique et sérotoninergique, ou des changements au niveau du cortex frontal, par exemple, eh bien, tu pourrais te dire, ok, si j'ai ces changements-là, est-ce qu'ils ont un lien avec ces changements de motivation pour prendre de la drogue? Parce qu'au début, tu vas prendre pour le plaisir, et avec le temps qui passe, tu vas plutôt prendre ça parce que tu veux réduire des émotions négatives comme de l'anxiété. Du coup, est-ce que c'est un lien avec la dopamine et la sérotonine? Donc, essaye de voir si les choses ont un lien. Après, tu te dis, ok, mais c'est important. Le problème, lorsque tu as quelqu'un qui est addict, c'est qu'il va chez le docteur, encore s'il ose aller chez le docteur, mais une fois qu'il y va, on lui donne juste des pilules comme ça au hasard et ça aide pas vraiment. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être qu'on pourrait essayer de développer des biomarqueurs dans le sang, dans le cerveau, avec des questionnaires, pour faire un traitement personnalisé. Et du coup, tu essayes de penser et tu génères des idées. Et c'est quelque chose de très 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 difficile et j'ai énormément de mal à le faire aussi. Mais il y a des gens qui sont capables de générer des idées comme ça encore et encore. Des idées nouvelles, des idées qui ont déjà été faites. Ou peut-être que tu peux essayer de prendre ce qui est connu. Il y a deux types de chercheurs. C'est Didier Raoult qui disait ça. Il y a deux types de chercheurs qui ont deux types d'ego. L'un, c'est qui peut penser des questions de recherche que personne n'a pensé auparavant. Et le deuxième, c'est je peux voir ce que personne n'avait vu auparavant. Donc l'un, c'est je suis capable d'être original avec mes idées. Et l'autre, c'est je suis capable de voir le petit détail que les gens n'avaient pas vu. Et si tu essaies d'avoir ça en tête, lorsque tu veux générer des idées, eh bien peut-être que tu vas être capable justement d'avoir en tête, ok, est-ce qu'il y a des liens? Et après tu dis, ok, on va tester s'il y a un lien entre ces choses-là. Une autre chose importante à faire, c'est de discuter avec un maximum de personnes. C'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que j'ai fait pendant ma thèse. Je sais pas si tu te souviens, dans une vidéo du passé, j'ai fait des entretiens avec des doctorants, avec des professeurs. Et je veux faire ça de nouveau. Je veux justement prendre le temps de poser des questions à des postdocs, à des professeurs, et à vraiment prendre le temps d'apprendre de eux, voir quelles idées ils avaient, pourquoi ils ont pris cette direction, comment ils génèrent des idées, et chaque chose, parce que quand tu vois ce que certaines personnes font, tu te dis wow, comment est-ce qu'ils font pour faire autant de choses
et pour explorer autant de choses et d'avoir autant d'idées. Et j'ai l'impression que plus tu es devenu bon à générer des idées, plus tu es capable de le faire. Donc ce qu'il faut, c'est poser des questions et essayer de voir. Et ben, là, en l'occurrence, c'est ce que je vais faire moi dans le futur pour apprendre de eux. Mais ce que tu peux faire aussi, et ce que je fais, c'est que tu as un sujet en tête, l'addiction, et du coup, tu vas parler à des gens, à des cliniciens. Tu leur demandes quels sont les problèmes que vous rencontrez chaque jour. Tu vas parler avec des personnes qui travaillent dans le domaine préclinique. Qu'est-ce qu'on a étudié, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait, qu'est-ce que vous étudiez vous aujourd'hui. Donc tu poses des questions à des personnes du domaine. Et en faisant cela, tu vas apprendre dans le domaine. Et du coup, tu vas voir, peut-être que quelqu'un va te dire quelque chose. Si tu écoutes vraiment bien, peut-être que tu as de la chance et que tu vas entendre quelque chose. Et que ça va résonner avec quelque chose que tu as lu dans le passé ou que tu as déjà entendu. Et du coup, tu vas dire, oh, peut-être que je peux faire ci ou ça. Ne te limite pas à ton domaine. Explore aussi d'autres domaines. Car si tu fais cela, si tu explores d'autres domaines, tu vas potentiellement générer de nouvelles idées qui ont un lien avec ce domaine. Ça, c'est très important à faire aussi. Tu es capable de générer des idées en lien avec ton domaine. Parce que si tu apprends d'autres domaines, tu vas être capable de voir des choses qui ont été faites et de te dire, oh, pourquoi ça n'a pas été fait dans ce domaine. Du coup, tu vas lier les domaines et tu vas faire des choses qui n'ont pas été faites dans d'autres domaines. Si tu as personne avec qui discuter, bah, tu peux discuter avec ChatGPT. Tu lui poses des questions, tu lui dis j'ai étudié ça, j'ai appris ça. J'essaie de voir le lien, est-ce qu'il pourrait y avoir un lien. Et de temps en temps, il va t'aider, de temps en temps, il va t'emmener sur des fausses routes. Mais au moins, tu as quelqu'un avec qui discuter qui va te générer des listes d'idées, et des listes de choses avec lesquelles tu peux penser. Peut-être que beaucoup de ces idées, de ces listes seront inutiles, mais peut-être que tu vas lire quelque chose d'utile. Et peut-être que ça va te penser pour toi. Donc, au lieu de passer 2 heures à réfléchir, c'est quelque chose qui va penser automatiquement aux 20 choses que tu aurais pensé lorsque tu fais ton study design, par exemple. Et donc là, c'est la même chose, c'est que tu essayes de voir comment est-ce que tu peux faire pour générer ces idées. Donc tu rédiges ce que tu as appris, des petits textes par-ci par-là. Tu reprends les idées que tu as appris des différents professeurs et tu dis par exemple, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Je cherche une idée. Et tu essaies de générer, et tu poses des questions, tu dis, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Une fois que tu as l'idée, tu la confrontes au monde réel, encore une fois. Tu la confrontes et tu dis, est-ce que cette idée est bonne? Est-ce que cette idée est mauvaise? Est-ce que cette idée peut avoir un impact? C'est pour cela qu'il faut poser un maximum de questions et essayer de générer de bonnes idées. Donc se dire, ok, je veux faire ça. Dans quel sens est-ce que c'est bien? Dans quel sens est-ce que c'est moins bien? Et si tu prends ton idée et que tu oses, il faut oser demander du feedback. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Mais si tu oses demander du feedback, oses démontrer tes idées, oses les poser et oses prendre le risque d'avoir de mauvaises idées, bien à un moment, tu vas commencer à générer des idées, à faire des choses qui sont plus utiles et plus intéressantes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai d'autres vidéos qui parlent de trouver une problématique de recherche, trouver un sujet de recherche, que je t'invite à aller voir. Je t'invite à aussi regarder mon blog dans lequel je rédige plein d'articles sur la thèse. Et si tu veux m'aider, me soutenir, donne-moi un like, commente. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.